Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes en France, si vous êtes au Canada ou ailleurs. Donc bonjour, bonsoir à tous et à toutes et merci d'être là, d'être présent sur cette vidéo, ce webinaire, on va dire, cette webconférence pour vous parler de l'eau. C'est un sujet qui me tient à cœur, mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, juste me présenter en quelques mots et en quelques minutes. Je me prénomme Silver Caron. Je suis de formation kinésithérapeute et ostéopathe, issu du milieu du sport, et après m'être occupé pendant de très très nombreuses années de sportif de haut niveau dans le milieu du football professionnel, du rugby professionnel, de l'athlétisme professionnel, du bodybuilding professionnel. Je me suis orienté donc vers le conseil, le consulting, comme on dit, pour des grands groupes à l'international, en France, en Suisse, en Belgique. Et puis j'ai commencé à travailler en tant que conférencier professionnel sur des sujets en lien avec mon expertise, à savoir l'humain en général, tant dans l'aspect physiologique que dans l'aspect neurosciences, donc optimisation de la performance en général. Et puis, je suis auteur de deux livres. Le premier livre, Le pouvoir de tout changer, qui est celui-ci, qui est sorti aux éditions Médicis, qui nous parle de nous sous toute notre, on va dire, toutes nos dimensions, qu'elles soient physiques, physiologiques, hein, émotionnelles, spirituelles, peu importe, et qui fait le lien entre tout ça, qui nous explique avec des mots très très simples et beaucoup de métaphores comment nous fonctionnons et qui nous permet donc de pouvoir changer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout changer, c'est juste qu'on a ce pouvoir, on est des super-héros en puissance qui s'ignorent, et on a ce pouvoir de pouvoir tout changer. Après, selon le principe de Pareto, en changeant juste 20% de nos habitudes de vie, on impacte 80% de notre vie. Et puis un second livre. Pourquoi un second livre? Tout simplement parce que j'ai vu beaucoup de gens, en fait, dans mon environnement professionnel, que ce soit en cabinet ou en entreprise, être pas franchement heureux. Ils sont pas malheureux pour autant, hein. Il y a une différence entre le non-bonheur et le malheur. Mais ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux. Ils sont dans l'entre-deux. C'est dans les vases mouvants qu'il y a entre le bonheur et le malheur. Et ne pas avoir conscience qu'ils avaient des clés pour pouvoir changer tout ça. Donc, du coup, j'ai décidé de faire une suite au pouvoir de tout changer et d'écrire un deuxième livre que j'ai intitulé Je suis pas heureux et je me soigne. C'est Sensé Éveil qu'il a édité. Et donc, pour donner des clés, ces fameuses 52 clés pour pouvoir transformer sa vie. Voilà, deux livres qui nous parlent de nous, qui nous expliquent comment nous fonctionnons. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de ces livres. J'étais juste là pour me présenter, donc pour vous dire, voilà, j'ai une certaine vision de l'humain, beaucoup de formations moi-même pour apprendre, notamment beaucoup de formations sur l'eau. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous parler de cette eau. Cette eau qui est une des bases fondamentales de notre vie. Pourquoi? Parce que nous passons notre vie, on va dire, à être dans un milieu aqueux. On n'en a même pas conscience. Nous sommes des êtres hydriques. Nous baignons dans un environnement qui est hydrique et nous n'en avons même pas conscience. L'eau est omniprésente à travers la planète et à travers l'univers, je dirais. Et donc, enfin presque, sauf sur certaines régions où c'est plus compliqué, celle de notre univers. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres hydriques. Et cependant, nous passons notre vie à maltraiter notre être, notre corps, sur cet aspect-là, qui est l'aspect hydrique. Et nous n'avons pas conscience des miracles physiologiques et des miracles quantiques on va dire, d'une bonne hydratation. Pourquoi je dis quantique? Parce qu'il n'y a pas que le visible, il y a aussi toute la partie invisible qu'on va appeler dans ce webinaire, dans cette webconférence qu'on va appeler euh, cette eau moléculaire. Je vais vous en reparler, vous allez comprendre. Et donc, on a, on passe notre vie à se maltraiter. L'être humain est constitué de 70%. Je vais faire un partage d'écran, comme ça vous le verrez un petit peu mieux. J'adore cette phrase qu'on doit, je crois, que l'on doit au professeur Marc-Henri qui dit, donc de l'Université de Strasbourg, qui disait l'être humain naît hydraté et alcalin, je vais en reparler juste après, et meurt déshydraté et acide. Et vous allez comprendre que on a coutume de dire dans notre monde occidental qu'on meurt
à 85 ans, qu'on meurt de vieillesse à 85 ans dans notre région du monde, euh, moi je vous dirais qu'à 85 ans, on meurt d'usure, on meurt de maladie, on meurt épuisé, on va dire, mais on ne meurt pas de vieillesse. Sur l'île d'Okinawa, l'île des centenaires, ils meurent de vieillesse, mais ils n'ont pas du tout le même rapport à l'eau que nous. Et je vous expliquerai cela un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc, nous sommes composés à 99, un peu plus de 99% d'eau moléculaire. L'eau moléculaire, c'est l'eau qui est une eau intracellulaire, qui est une eau qui est interfaciale, polymorphe, et c'est-à-dire qui change sa forme, et qui est invisible. Pourquoi invisible? Parce qu'elle est dans des espaces, on va dire, qui ne sont pas du domaine du visible, du non, on va dire, de la non-matière, et un petit peu compliqué à comprendre, mais voilà, c'est une eau qui est moléculaire, rappelez-vous de cela. Qui a une triple liaison hydrogénée, cette eau moléculaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une eau H2O, c'est une eau H3O2. Ça veut dire avec une troisième liaison hydrogénée qui, pour les scientifiques, cette troisième liaison hydrogénée, on pourra y revenir, euh, on va dire, explique le pourquoi de la mémoire de l'eau et de la transmission de l'information. On comprend mieux pourquoi il y a ce qu'on appelle le transgénérationnel avec ces mémoires transgénérationnelles qui se fait au travers de la mitose-méiose cellulaire, donc de la division cellulaire. Et c'est cette triple liaison hydrogénée qui permet à la fois la conductibilité, on va dire, de l'information dans cette transmission, mitose-méiose, donc dans cette transmission familiale, et puis, c'est aussi cette triple liaison hydrogénée qui explique pour un grand nombre de scientifiques le pourquoi les cellules communiquent aussi rapidement entre elles, c'est-à-dire qu'il y a une transmission quasi immédiate. Nous avons 100 000 milliards presque de cellules à travers le corps, enfin jusqu'à 100 000 milliards de cellules à travers le corps, et toutes nos cellules communiquent à chaque instant, à chaque nanoseconde, on va dire, entre elles pour se tenir informées. Et ce qui permet cette conductibilité, c'est l'eau qu'il y a au niveau intracellulaire. Pourquoi? Parce que nous avons 100 000 milliards de cellules, certes, mais nous avons en eau moléculaire à peu près 22 milliards de molécules d'eau par cellule. Donc je vous laisse calculer 22 milliards de molécules multipliées par 100 000 milliards de cellules et vous comprenez un petit peu à quel point nous sommes composés de cette eau qui est une eau qui est absolument fondamentale, vitale pour nous, et qui fait que ben, nous sommes ici. Quand vous me voyez parler comme ça face à vous, vous en rendez pas compte, mais je ne suis quasiment qu'un être hydrique. Vous imaginez 99,1% d'eau moléculaire. Ben, tout ce que vous voyez, mes lèvres qui bougent, mes yeux, mes mains qui font ça, etc., c'est juste de l'eau en mouvement. Donc, je vais y revenir pourquoi nous sommes dans cette matière, pourquoi vous voyez cette eau en mouvement, etc. Mais je vais vous expliquer que, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous passons notre vie à maltraiter. Et je vais vous parler dans cette conférence de plusieurs facteurs. Tout d'abord, notre déshydratation. Notre déshydratation, c'est-à-dire le fait de ne pas être suffisamment hydraté. Et puis après, je vous parlerai d'un autre aspect dans cette webconférence sur l'aspect toxinique. Et puis je reviendrai ensuite sur un aspect absolument fondamental qui est l'aspect d'acidose, ce qu'on appelle les terrains d'acidose, l'équilibre acido-basique, qui est pour moi tout le travail, c'est le travail de toute ma vie en tant que thérapeute, certes, mais aussi en tant que consultant. Et je fais beaucoup de recherches, je travaille beaucoup sur cette eau et notamment sur cet équilibre acido-basique. Et vous allez comprendre que ça m'a amené euh, on va dire, à certaines conclusions, notamment en matière de consommation d'eau. Et puis, je vous expliquerai quelque chose d'absolument fondamental qui est le lien qu'il y a entre cette eau et nos émotions, c'est-à-dire la naissance de nos émotions. Comment naissent nos émotions? Nos émotions n'arrivent pas comme ça par hasard. Elles sont juste une histoire de résonance. Et vous allez comprendre par quel mécanisme tout cela fonctionne. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous expliquer que nous sommes des êtres hydriques, certes composés d'un point de vue volumétrique à 70% d'eau. Et ce qui va majoritairement, enfin, je veux dire, impacter notre vie, nous n'en avons pas conscience, c'est notamment la déshydratation. Pourquoi? Parce que dès que nous sommes dans une déshydratation,
Je prends juste un exemple, hein. Un être humain, c'est approximativement 2 litres d'eau en moyenne perdue quotidiennement au travers de la transpiration, de la respiration, donc de la vapeur d'eau, de la salive qu'on réavale, au travers des larmes, du système lacrymal, de la transpiration, des urines, etc., etc. Et au travers de toutes ces voies, nous perdons en moyenne, encore une fois une moyenne, 2 litres d'eau par jour. C'est-à-dire que si je mesure, vous comprenez bien que si je mesure 1,65 m ou 1,58 m en pesant 49 kilos, je ne vais pas perdre la même quantité d'eau que si je mesure 1,90 m en pesant 100 kilos. Donc forcément, il y a une moyenne. Cette moyenne, c'est à peu près 2 litres d'eau par jour. Si je n'apporte pas 2 litres d'eau par jour à mon corps, forcément, je vais donc me déshydrater. Or, cette déshydratation va avoir un impact absolument majeur. Et beaucoup de gens sont persuadés que en buvant 2 litres d'eau par jour, parce que c'est comme ça qu'on nous l'enseigne en médecine, c'est comme ça que nos médecins nous le transmettent, c'est comme ça que dans la croyance populaire, quand on perd 2 litres d'eau, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Sauf que on peut boire 2 litres d'eau par jour et être en déshydratation majeure. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau que l'on boit à 80% est une eau qui sert à drainer, à éliminer les toxines, etc. Ce n'est pas une eau qui sert à hydrater. Pourquoi? Tout simplement parce que cette eau-là ne nous hydrate qu'à 20%, moins de 20%, même selon le professeur Marc-Henri, 15 à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds 2 litres d'eau et que je bois 2 litres d'eau pour compenser, ben, je vais me réhydrater, je perds 2 litres, mais je ne vais me réhydrater qu'à 400 millilitres. Et j'ai 1,6 litre de déficit, et ça, cumulé quotidiennement. Ça veut dire qu'il y a d'autres moyens de s'hydrater. D'autres moyens, soit en consommant une eau différemment, soit par l'alimentation. Pourquoi? Parce que notre alimentation aussi, on a toute une part de notre alimentation qui est une alimentation riche en eau, les fruits, les légumes, etc. C'est-à-dire remettre de l'eau dans notre alimentation. Mais pourquoi, c'est là la question, pourquoi l'eau que l'on boit ne nous hydrate qu'à 20%? Eh bien, pour une simple et bonne raison, c'est juste une question de structure moléculaire. L'eau que l'on boit, l'eau du robinet, l'eau en bouteille, est une eau H2O, donc 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Cette taille volumétrique de cet atome, de cette molécule H2O, est une taille volumétrique qui est 4 fois inférieure à la taille de la perméabilité membraneuse. C'est-à-dire faire rentrer une molécule d'eau dans une membrane cellulaire, c'est approximativement la même chose que de faire entrer une balle de ping-pong au travers d'un filet de tennis. Ça pénètre super bien. Mais ça, c'est l'eau vivante, c'est l'eau structurée, comme on dit. Dès lors que l'eau est dans des canalisations, dès lors qu'elle stagne, qu'elle ne bouge plus dans des cuves, dans des stockages, et puis qu'elle passe après dans des canalisations, l'eau se déstructure complètement. Vous avez déjà observé une rivière, quand l'eau descend une rivière, elle est vivante, et puis elle va percuter un rocher. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se faire de l'écume, elle va se déstructurer. Dès qu'elle aura franchi le rocher, de l'autre côté, avant de continuer sa course, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des mouvements, des tourbillons pour se restructurer de façon à se restructurer en monomolécules d'eau. C'est comme ça que l'eau fonctionne, c'est comme ça que l'eau vit, c'est comme ça que l'eau se structure. Notre problème, c'est que dans nos canalisations à la maison ou dans nos usines qui fabriquent des bouteilles d'eau, l'eau passe dans des canalisations qui sont à angle droit. Et dès qu'elles sont à angle droit, l'eau se déstructure, se déstructure, se déstructure, se déstructure, en plus des canalisations. Vous allez comprendre pourquoi l'impact tout à l'heure, qui sont dans l'obscurité la plus totale. Et ça se déstructure, et ça se déstructure, et ça se déstructure, et ça arrive dans nos bouteilles ou dans nos verres. Sauf que ça arrive complètement déstructuré, puisque ça ne peut plus faire ces fameux vortex, ces fameux tourbillons qui permettront à l'eau de se restructurer. Dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va tout simplement chercher à se restructurer. Et pour se restructurer, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va tout simplement s'agglomérer. Les molécules vont s'agglomérer entre elles, puisqu'elles ne peuvent pas restructurer une monomolécule, eh bien, elles vont s'accrocher les unes aux autres. Et puis, eh bien, en s'accrochant les unes aux autres, elles vont créer ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des polymolécules d'eau qui vont structurer comme ça notre eau. Sauf que ces polymolécules d'eau vont avoir une taille volumétrique qui va être à peu près 4 fois supérieure, ou 5 fois, ou 10 fois, ou 20 fois, ou 30 fois, ou 100 fois
supérieure à la taille de la molécule initiale. Et à partir de là, eh bien, elles n'arriveront plus à pénétrer la membrane cellulaire. Et là, ça serait un petit peu comme essayer de faire rentrer une balle de tennis, cette fois-ci, au travers d'un filet de ping-pong. Ça passe plus, ça n'arrive plus à pénétrer. Et comme il n'y a que 15 à 20% de cette eau déstructurée qui se restructure en plurimolécules, mais inférieure à 4 molécules d'eau, eh bien, il n'y a que 15 à 20% de l'eau qui arrive à pénétrer la membrane cellulaire. Donc, je peux boire 2 litres d'eau, vous l'avez compris, et vous avez compris pourquoi je peux boire 2 litres d'eau par jour et être déshydraté. Ça veut dire qu'il y a deux choses à faire, trois choses qu'on pourrait faire. La première chose, c'est boire une eau qui est structurée, qui est déjà structurée. La deuxième, donc pour structurer une eau, conseil, vous avez. Donc la deuxième chose, c'est de la restructurer. Et pour avoir une eau structurée ou pour la restructurer, il n'y a que deux solutions. La première solution, c'est quand vous avez de l'eau en bouteille, conseil, ne la mettez pas dans l'obscurité dans le frigidaire, remettez-la dans une bouteille en verre à température ambiante, c'est-à-dire à la lumière. Pourquoi? Parce que l'eau se structure au travers de deux choses majeures. La première, vous l'avez compris, c'est le mouvement, le vortex. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les rayonnements photoniques. Et donc, mais je vais en reparler tout à l'heure sur un tableau, vous comprendrez. Et donc, soit vous consommez une eau qui est structurée, soit vous cherchez à restructurer une eau déstructurée. Par exemple, vous avez votre verre, celui-là, c'est mon petit verre que j'ai pris pour le webinaire pour pouvoir boire le long, pour ne pas m'irriter la gorge. Quand vous avez une eau qui est déstructurée, qui sort du robinet ou qui sort de la bouteille, quelle que soit la marque, eh bien, vous prenez une tige en bois, quelque chose, n'importe quoi, ça peut être un crayon, ça peut être, non, les crayons sont propres, je vais l'utiliser. Une tige en bois, par exemple une tige d'une baguette asiatique, ce que vous voulez. Et puis, vous vous mettez dans le verre et vous créez un vortex. Une fois que le vortex s'est créé, que le tourbillon s'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à boire votre eau. Santé. Vous buvez une eau qui s'est restructurée. Alors, je ne vais pas dire en totalité, bien sûr, mais en partie. C'est-à-dire qu'au lieu d'être complètement déstructurée à 85%, 85%, eh bien, cette eau va se restructurer, sera plus déstructurée qu'à 55, 60%. C'est-à-dire que vous allez la restructurer un petit peu jusqu'à 40%. Pourquoi? Parce que vous avez créé le mouvement, vous avez créé le vortex. Ça, c'est le premier type. La deuxième chose, c'est de boire bien sûr une eau qui est déjà structurée ou qui a une capacité d'hydratation beaucoup plus importante. On en reparlera euh, à la fin. Et puis, la deuxième chose que vous pouvez faire, eh bien, c'est dans votre alimentation. C'est avoir une alimentation riche en eau. Ça, c'est les deux choses que vous pouvez faire pour vous hydrater un peu plus. Pourquoi? Parce que dès lors que vous n'avez pas une alimentation riche en eau, et que vous, avec des fibres, donc forcément, parce que ce qui permet à notre intestin de retenir l'eau dans ces process d'intégration, ce sont les fibres. S'il n'y a plus de fibres, si c'est du jus de fruits qui est à l'extracteur de jus ou des soupes qui sont trop cuites, il n'y a plus de fibres. Et s'il n'y a plus de fibres, il n'y a plus d'intégration, il y a du drainage. Donc à partir de là, gardez de la fibre dans votre alimentation. C'est une préconisation de l'OMS. 60% de notre alimentation devrait être une alimentation riche en fibres, donc en fruits et en légumes, ce que font très très bien les Asiatiques, qui, soit dit en passant, selon des études, sont à 97% bien hydratés. C'est la raison pour laquelle ils vivent plus longtemps que nous. Voilà, soit dit en passant. Donc, surtout les Japonais et surtout les Okinaïens, pardon, les habitants d'Okinawa. Donc, on remet de l'eau. Pourquoi on remet de l'eau? Parce que si on est déshydraté, qu'est-ce qui va se passer? On a des organes vitaux, on a un cerveau, on a un cœur, on a des poumons, etc. Et si on est déshydraté, d'abord, il faut savoir que 1% de déshydratation au niveau de notre cerveau, c'est 10% de capacité cognitive en moins, donc de compréhension, d'adaptation, etc. Donc, on a tout intérêt à y prêter une attention si on ne veut pas finir complètement gaga, fada, comme on dit à Marseille, et épuisé, on a tout intérêt à faire attention à cela. Et puis surtout, on a donc nos organes vitaux qui ont besoin d'être sans arrêt hydratés, que ce soit le cerveau, le cœur, les poumons, peu importe, le foie, peu importe.
Ces organes vitaux ont besoin d'être hydratés. Si on est déshydraté, que va faire notre corps pour préserver ces organes vitaux, pour préserver ce cerveau, pour ne pas perdre nos capacités cognitives, etc., etc. Que va faire notre corps? Eh bien, tout simplement, il va aller puiser dans ses réserves. Et ces réserves, elles sont où? Eh bien, elles sont au niveau musculo-tendineux, conjonctif, et je vais commencer à perdre cette eau-là. Et donc là, je vais commencer à faire des tendinites, des douleurs musculaires, etc., etc. Et puis surtout, plus que tout, elles sont en réserve d'eau dans nos disques intervertébraux qui sont composés à plus de 90% d'eau. Ça veut dire que cette eau qui est dans nos disques intervertébraux va commencer à migrer pour alimenter nos organes vitaux. Sauf que cette eau, dans nos espaces discaux, elle a une particularité, enfin une particularité. L'eau en général a une particularité, c'est que l'eau est incompressible. Et oui, si prenez une bouteille en verre, remplissez-la à ras bord et essayez de faire rentrer un bouchon en liège dans la bouteille, ben, grattez-vous, le bouchon ne rentre pas. Le seul moyen pour que le bouchon rentre, c'est qu'il y ait de l'eau qui sorte. S'il n'y a pas d'eau qui sort, il n'y a pas de bouchon qui rentre. Donc pourquoi? Parce que l'eau est incompressible. Eh bien, c'est cette incompressibilité qui va faire que l'on pèse 50 kilos, que l'on pèse 100 kilos ou 150 kilos, comme les sumotori au Japon, nos disques ne se rapprochent jamais. Je ne fais jamais de discopathie, de tassement discal, de hernie discale, etc. Quelles que soient les contraintes, et j'insiste là-dessus, quelles que soient les contraintes. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est incompressible. Ce qui fait qu'on se fait des contraintes discales, ce qui fait que 95% de la population française, entre autres, souffre, du moins européenne, enfin occidentale, souffre de discopathie, de tassement discal, de pincement discal, voire de hernie, c'est que tout simplement, la majeure partie des gens sont en déshydratation. Parce que dès lors qu'on est déshydraté, cette eau, elle migre pour aller alimenter. Et dès lors qu'elle migre, qu'elle quitte les espaces discaux, eh bien, le disque perd de son incompressibilité. Et avec la gravité, la discopathie se met en place. C'est tout simplement physique, mécanique. Donc, on a tout intérêt déjà à y faire une attention. Donc, restez hydraté, soit en structurant votre eau, soit en buvant une eau qui est déjà structurée, soit tout simplement en compensant aussi avec une alimentation qui est une alimentation riche en eau. Alors avant de vous parler de l'aspect toxinique et de l'aspect euh, équilibre acido-basique, qui sont absolument les deux bases fondamentales pour impacter votre corps, pour moi, c'est que vous allez voir comme ces deux aspects-là vont avoir un impact, on va dire, sur ce que je vais vous dire maintenant. Je vais d'abord vous parler, pour que vous compreniez mieux ça après, de comment naissent nos émotions, comment nous fonctionnons d'un point de vue humain, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Je vous ai dit, nous sommes des êtres hydriques. Nous sommes composés à 99,1% de molécules d'eau. Toute cette eau qu'on a dans le corps, elle est enveloppée. Elle est enveloppée par quoi? Elle est enveloppée par ce qu'on appelle les fascias. Les puristes diront comme moi le fascia. Pourquoi? Parce que le fascia, c'est quoi? Le fascia, c'est une membrane. C'est une membrane qui tapisse tout dans notre corps. Comme un peu comme un poulet. Vous savez, quand on prend un poulet, on enlève la peau, il y a une membrane translucide en dessous, et quand on essaye de l'arracher, on n'y arrive pas. Elle est très, très résistante. Eh bien, notre corps est tapissé entièrement de ça, d'un point de vue superficiel, avec la peau, moyen, profond, jusqu'au plus profond, en tapissant la structure osseuse. Et tout dans notre corps est fascia. Un petit peu, donc, comment naissent ces fascias? Comment ça se met en place, ces fascias, en fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue embryologique, c'est dans le développement embryologique que se mettent en place tous ces fascias dans notre corps. Et vous allez comprendre. Imaginez une bougie. Une bougie que vous faites couler, qui dégouline. Une bougie, quand elle dégouline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tapisser et envelopper tout ce qui est en dessous. Et ça enveloppe, et ça enveloppe, et ça dégouline, et ça enveloppe. Ça fait cette couche de cire qui vient tout envelopper. Eh bien, il se passe la même chose dans notre développement embryologique. Nous avons, dans notre développement, pour envelopper et protéger notre système nerveux central, nous avons ce qu'on appelle des ménages. Et la plus externe de ces ménages, celle qui vient s'accrocher à la structure osseuse, qui sert donc pour stabiliser tout notre système nerveux, la plus externe, qu'on appelle la durmère, la membrane durmérienne, eh bien, cette durmère, dans le développement embryologique, va sortir de notre crâne et va dégouliner un petit peu dans le corps
par des trous derrière, des trous déchirés derrière, etc. Le trou occipital, et tout ça, ça va venir dégouliner. Et donc, ça va couler. Et en coulant, ben, ça va recouvrir ces fascias. Ce fascia va recouvrir, donc ce fascia durmérien, va venir recouvrir tous les organes. Ça va envelopper les poumons et ça va faire et créer la plèvre. Ça va envelopper le cœur avec la crosse aortique, etc. Et ça va créer le péricarde. Et puis ça va descendre, ça va envelopper tout notre système digestif, ça va s'appeler le péritoine. Et puis ça va envelopper les muscles, chacune des fibres musculaires. Et puis c'est à la sortie des fibres musculaires, ça va se rejoindre et en se rejoignant, ça va s'accoler et ça va créer les tendons qui vont venir tapisser ensuite et s'accrocher aux muscles. Et puis ça va dégouliner sur le foie, ça va dégouliner sur l'estomac. Et puis si ça se touche entre le foie et l'estomac, et bien, ça va créer un ligament entre les deux, qui est le ligament hépato-gastrique. En fait, vous comprenez que tout, absolument tout dans notre corps est fascia. Et nous sommes tapissés de ça. Et entre tout ça, il y a de l'eau, de l'eau moléculaire. Marc-Henri dit, le professeur Marc-Henri dit, nous ne sommes composés que de fascia et d'eau. Et si on retirait les fascias d'un individu, eh bien, il ne resterait plus qu'une flaque d'eau par terre. Pourquoi? Parce que nous sommes réellement composés de ça, fascia et, euh, et eau. Donc, je vais partager maintenant mon écran pour que vous compreniez. Alors, juste, je me mets, voilà, j'ouvre cette fenêtre et je me mets ici pour que vous compreniez comment fonctionne un petit peu l'être humain. Voilà. J'ai donc fait un dessin qui est sur une image de l'eau et vous voyez à gauche interaction relationnelle, vous voyez les individus. Ces individus, en fait, vont créer des flux, des mouvements des liquides. Ces mouvements liquidiens vont être générés par deux vecteurs. Le premier, je vous l'ai dit, c'est le mouvement qui crée la structuration de notre eau, qui crée le mouvement de ces flux liquidiens. La deuxième chose qui va créer le mouvement de ces flux liquidiens, c'est tout simplement les rayonnements photoniques, c'est-à-dire la lumière. Pourquoi? Parce que les molécules d'eau, c'est H2O, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et un atome, c'est quoi? Eh bien, c'est avec un noyau, proton-neutron, et puis autour des électrons qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et le mouvement des électrons autour des atomes va être fonction de la lumière, des rayonnements photoniques qu'ils reçoivent, parce que ces électrons sont sensibles à ces rayonnements photoniques. Plus les rayonnements photoniques sont importants et de niveau vibratoire élevé, plus l'amplitude est grande et plus le mouvement va être ample. Et donc, ces mouvements, donc, et je vais revenir sur ces rayonnements photoniques après, pourquoi? Parce qu'ils sont importants, il n'y a pas que la lumière, hein, il y a aussi les rayonnements, ce qu'on appelle les biophotons, c'est-à-dire des rayonnements qu'on va émettre soi-même. Eh bien, ces rayonnements photoniques et ce mouvement vont créer des mouvements au niveau des liquides. Et nous avons à avoir des flux liquidiens qui vont se créer dans notre corps. D'où l'importance quand on travaille, par exemple, toute la journée assise en bureau face à un ordinateur, etc., style comptabilité, secrétariat, poste administratif, etc., etc., ben de se lever et de faire des postures ouvertes, postures de bouger son corps, de faire du hula, des mouvements de hula hop, de chipendle pour redonner un peu de la mobilité à son corps. Pas longtemps, hein, 10-15 secondes, et puis de se rasseoir et continuer à travailler pour créer des mouvements. D'où l'importance aussi de faire des sports de mouvement type yoga, pilates, etc., etc. Pourquoi? Parce que ben, ça vient créer ces flux liquidiens et vous allez voir l'impact. Ces flux liquidiens, au travers des fascias, vont créer des flux électriques. Ces flux électriques vont remonter au travers de notre système neurovégétatif. Le système neurovégétatif, c'est quoi? Très simplement, c'est tout le système nerveux autonome qui est indépendant de notre volonté. C'est ce qui va faire qu'on a la chair de poule, c'est ce qui va faire qu'on a le mouvement, le péristaltisme au niveau de l'intestin, c'est le mouvement tout seul au niveau de l'intestin dans la digestion, c'est ce qui va faire que la tension artérielle elle monte, elle descend, que le rythme cardiaque augmente, ralentit, etc. C'est tout ce qui est indépendant de notre volonté. Si je vous dis accélère ton rythme cardiaque, eh bien, vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre volonté qui le décide, c'est le système nerveux autonome qui va le gérer. Et donc, au travers de ce système nerveux autonome, notamment au travers d'un nerf qui est le nerf vague, tout le monde connaît le fameux malaise vagal,
euh, eh bien, ces flux électriques vont remonter, vont se déplacer dans le corps. D'abord, ils vont passer au niveau des ces flux électriques, ils vont traverser les cellules. Et en traversant ces cellules, vous le voyez, ils vont modifier la structure même de notre ADN en modifiant ce qu'on appelle notre épigénétique, c'est-à-dire qu'ils vont venir impacter et influencer toutes ces activations, désactivations de nos gènes, c'est-à-dire non pas la structure même, non pas notre chaîne ADN, mais le codage de notre chaîne ADN. Et puis, ils vont remonter ces flux électriques, ils vont passer par l'intestin. En passant par l'intestin, ils vont modifier notamment certaines neurohormones, notamment une hormone absolument extraordinaire qui est sécrétée à presque 90% par notre intestin, qui est la sérotonine. Cette sérotonine qui est la neurohormone de la fierté, de l'estime de soi, comment dire, de la reconnaissance. C'est ce qui fait qu'on est bien ou pas bien. C'est une des 4 neurohormones du bonheur. Sérotonine, dopamine, ocytocine, c'est la fameuse dose, hein, et endorphine. Donc, et la sérotonine est sécrétée en grande, grande partie par notre intestin. Et donc, ça va venir modifier la sécrétion de sérotonine. Pourquoi? Parce que ça va venir influer et influencer notre complexe intestin microbiote. Et puis, ça va remonter toujours par ce système neurovégétatif, par le cœur, modifier donc l'aspect vibratoire du cœur. Vous savez, je veux dire, même ce premier cerveau que l'on a. Ça va venir traverser notre système nerveux central au niveau de la protubérance et ça va venir rentrer en résonance avec nos mémoires, avec nos croyances, avec notre subconscient, c'est-à-dire avec notre cerveau limbique. Et en venant rentrer en résonance avec le cerveau limbique, eh bien, si ce niveau vibratoire électrique est de faible amplitude, ça va venir rentrer avec des croyances, avec des mémoires qui sont de faible niveau vibratoire, donc plutôt délétères, plutôt négatives. Par contre, si ce niveau vibratoire électrique est de haut niveau vibratoire, grâce au flux, eh bien, ça vient rentrer en résonance avec des croyances, avec des mémoires, voire des mémoires familiales, cellulaires, de haut niveau vibratoire, donc plutôt positif, de joie, de bonté, d'amour, etc., plutôt que de jalousie, de rancœur et de choses comme ça. Et donc, en modifiant ces neurohormones et en modifiant ces schémas, on va dire, émotionnels, limbiques, eh bien, ça vient modifier, impacter notre conscience personnelle. Ça vient impacter qui on est, forcément, puisque du coup, c'est ce que l'on est qui va déterminer nos pensées derrière, nos paroles, nos mots, nos actes, nos mots MAUX, etc., etc., etc. Et puis, dès lors que c'est dans le domaine du subconscient, et on le sait, 95 à 97% de ces schémas, on va dire limbiques, sont dans le domaine du subconscient. Seulement 5% de nos pensées, de nos schémas émotionnels sont conscients, sont de la conscience, du domaine de la conscience. Et puis, eh bien, cette modification de la conscience personnelle va modifier du coup, et j'en ai parlé tout à l'heure, notre aspect, on va dire, photonique, ce que on appelle nos biophotons, c'est-à-dire ce rayonnement biophotonique. Et c'est ce rayonnement biophotonique, ça qui a fait l'objet de plein de travaux par de nombreux scientifiques, et c'est ce rayonnement biophotonique qui va venir impacter la conscience collective et qui va venir modifier qui je suis à nouveau dans mes schémas. Et donc ces schémas-là vont venir impacter mes mouvements, mes propres rayonnements photoniques à moi, qui vont venir impacter les liquides, etc. Et c'est au niveau de ce mode de construction que nous venons aussi impacter autour de nous ou que nous nous laissons impacter par les gens qui sont autour de nous, par ces fameux rayonnements biophotoniques, parce qu'eux-mêmes sont dans les mêmes schémas que nous. Donc, vous comprenez comment fonctionne l'humain. Et donc, vous comprenez l'impact et l'importance d'avoir tout simplement une eau de bonne qualité, avec des flux liquidiens de bonne qualité, avec des flux électriques de haut niveau vibratoire, etc. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont venir entrer en résonance, qui vont créer au niveau de votre limbique vos émotions, qui vont venir impacter vos pensées, qui vont venir ancrer et valider vos émotions derrière, hein. C'est un peu le chat qui se mord la queue, c'est la boucle vertueuse
ou vicieuse, ça dépend comment on est, plutôt high ou plutôt down dans nos mécanismes de fonctionnement. Et puis, eh ben, c'est ça qui va déterminer derrière notre ADN, notre codage, activation ou désactivation ADN, qui va venir derrière faire que, eh bien, on déclenche, si on n'arrive pas à exprimer ces émotions et ces pensées au travers de la conscience, eh bien, dès que ça bascule dans le domaine du subconscient, c'est notre corps qui va l'exprimer. C'est ce qu'on appelle le décodage biologique, qui va l'exprimer, la psychobiologie, au travers de ces mots MAUX. À lui, c'est sa façon à lui de verbaliser, on va dire, ses dysfonctionnements et ses problématiques. Donc, on a tout intérêt à comprendre tout ça pour pouvoir modifier, moduler et impacter. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on peut impacter dès l'origine. C'est-à-dire que souvent, en coaching, en psycho, etc., on va travailler sur les émotions, on va travailler sur les mémoires, on va travailler sur les croyances. Ça, on les aura toujours. C'est-à-dire qu'on ne le changera pas. Des mémoires familiales, vous ne les changerez jamais. Elles y sont, il y a un vécu, on ne change pas ce qui s'est passé. Ça reste ancré, ces mémoires. Ce qui est important, c'est pas ces mémoires, c'est ce qu'on en fait de ces mémoires. Est-ce qu'on préfère entrer en résonance avec des mémoires délétères ou est-ce qu'on préfère rentrer en résonance avec des mémoires plutôt à haut niveau vibratoire? Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est pas de se libérer de ces émotions, parce que on va se libérer, mais elles y sont toujours, ces mémoires, elles ne changeront pas. C'est ce qu'on en fait de ces mémoires. Et vous avez des outils, notamment un outil pour pouvoir modifier complètement et radicalement l'impact que ça va. Et cet outil, c'est votre eau. C'est l'eau que vous avez dans votre corps. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ce que vous en faites de cette eau, en fonction de comment vous la chérissez, en fonction de comment vous l'entretenez, cette eau, en fonction des aspects vibratoires que vous lui donnez à cette eau, eh bien, vous serez dans un schéma up, dans un schéma down. C'est vous qui choisissez. Et c'est pas l'univers autour de nous, c'est pas le hasard, c'est pas les événements de la vie, c'est ce que vous en faites. Comme le dit Sainte Dalai Lama, l'important dans la vie, c'est pas ce qu'on vit, ou ce qu'on a vécu. L'important, c'est la vision qu'on en a. Et cette vision, elle est entre autres dépendante de la gestion que vous avez de votre aspect hydrique. Rappelez-vous, nous sommes composés à 99,1% d'eau moléculaire. Donc forcément, il faut la choyer, il faut en prendre soin. Et comment le faire? La première chose, je l'ai dit en préambule, c'est au travers de votre hydratation. Donc réhydrater. Mais il y a une chose qui est importante et qu'il faut comprendre. J'adore Marc-Henri qui disait, nous sommes, et je crois que c'était repris par Stéphane Drouet, nous devenons l'eau que nous consommons. Ça, c'est très important, rappelez-vous. Vous consommez une eau de bonne qualité, vous vous créez un corps de bonne qualité. C'est un petit peu comme Hippocrate qui disait, nous sommes ce que nous mangeons. Forcément, nous devenons ce que nous mangeons. Euh, Ça, c'est très important. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que cette eau, elle va venir impacter au travers de comment vous la gérez, donc, par deux aspects. Vraiment impacter, hein. Le premier aspect, c'est l'aspect toxinique. Le deuxième aspect, c'est l'aspect équilibre acido-basique. Donc, je vais parler des deux. Et vous allez comprendre. D'abord, l'aspect toxinique. C'est quoi l'aspect toxinique? Eh bien, c'est toutes les toxines qu'on fait rentrer dans notre corps. On les fait rentrer par la respiration, bien sûr, par la pollution, par le sport. Quand on fait beaucoup de sport, on fait beaucoup d'acide lactique. On fait rentrer par le tabac, on fait rentrer par les prises médicamenteuses. Nous sommes les plus gros en France consommateurs de médicaments au monde. Et les Occidentaux, le monde occidental est le plus gros consommateur aussi de médicaments, notamment de Malox, de Gaviscon, qui est le médicament le plus vendu dans le monde. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces toxines vont avoir un impact délétère. Pourquoi? Et puis, alors, rappelez-vous les scandales qu'il y a depuis quelque temps sur l'eau qu'on consomme, à deux niveaux. Un, au niveau des eaux en bouteille, mais c'est dramatique, notamment certaines marques. Et je ne peux pas trop en parler parce que je suis moi-même consultant pour une de ces grandes boîtes et j'interviens chez eux depuis 15 ans. Mais c'est dramatique ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis dans cette eau pour pouvoir, et de façon presque volontaire, pour pouvoir en faire une eau qui est consommable et buvable. Donc,
Il y a des scandales qui éclatent un peu partout. Je ne vais pas revenir sur ces scandales, tout le monde est au courant. Pour vous dire que l'eau en bouteille, elle n'est plus si bonne que ça. Et puis, il y a l'eau du robinet. Et l'eau du robinet, on le sait, il y a aussi des scandales. Il y a une grande, grande partie de l'eau consommée en France, l'eau du robinet, un gros, 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 gros pourcentage, je ne rentre pas dans le détail, qui est considéré comme inconsommable, c'est-à-dire qui ne devrait pas être consommé. Pourquoi? Parce que les taux de produits phytosanitaires, notamment de résidus pharmaceutiques, etc., qui sont notamment liés, je prends un exemple, hein, mesdames, à votre consommation de produits œstrogéniques, hein, ou progestéroniques, qui sont donc liés à la pilule, aux produits notamment, euh, comment on va dire, j'ai un trou, pardon. C'est pas grave. Enfin bref, tout ce que vous prenez d'un point de vue, on va dire, gynéco, pour réguler vos règles, pour lutter contre la ménopause, etc., vont se retrouver dans vos urines. Et dès lors que ça se retrouve dans vos urines, ça part et ça part dans les centrales. Sauf que les centrales ne sont pas conçues pour traiter ces produits-là. On le sait aujourd'hui. Et donc, ces produits, on trouve des résidus de ces produits, ben, forcément dans l'eau qui revient dans la consommation. C'est la question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des appareils qui peuvent traiter cela? Les produits donc pharmaceutiques, les médicaments, etc., etc. Tout ça va venir imprégner notre eau. C'est la raison pour laquelle je vous conseille, mais j'en reparlerai après, je vous conseille donc de travailler avec une fontaine, d'avoir une fontaine chez vous pour filtrer et de consommer plutôt l'eau du robinet filtrée plutôt que de l'eau en bouteille. Parce que ces toxines vont venir impacter la qualité de l'eau. D'abord, elles vont se mettre où? Elles vont se mettre partout, dans les muscles, dans les articulations, dans les psoas. Vous savez, ces fameux muscles qui sont au niveau de l'aine et qui vont venir s'accrocher sur les lombaires derrière. Les fameux psoas. J'ai une vidéo sur YouTube qui parle des psoas, je vous invite à aller la voir. C'est absolument impressionnant. C'est quand même 90% de nos lombalgies qui sont du fait d'une psoïte, c'est-à-dire d'une inflammation du psoas, et ça, c'est en grande partie à cause des toxines. Et puis, elle va se mettre, cette eau, dans tout notre système liquidien, et notamment dans nos fascias. Et en se mettant dans nos fascias, elle va venir, je ne vais pas dire euh, faire perdre en souplesse, mais plutôt rigidifier notre système fascia. C'est-à-dire qu'il va pas, il n'est pas extensible, hein, le système fascia, mais il va venir se densifier, voilà, et créer des zones de densification dans nos fascias, donc moins de mobilité. Et dès lors qu'il y a moins de mobilité faciale, il y a moins de flux liquidiens, donc des flux liquidiens de moins bonne qualité, donc des résonances électriques plus faibles au niveau vibratoire. Enfin, vous avez compris par rapport à ce que j'ai dit avant. Et puis, la deuxième chose, c'est ce fameux équilibre acido-basique. C'est quoi l'équilibre acido-basique? C'est la notion de pH. Vous savez, le pH d'une piscine, le pH d'un aquarium. Acide, si c'est pH neutre, c'est 7. En dessous de 7, c'est acide. Au-dessus de 7, c'est alcalin, basique. Un peu comme un aquarium avec des petits poissons. Si les petits poissons ils sont dans une eau avec un pH bien équilibré, eh bien, les petits poissons, ils sont heureux comme des poissons dans l'eau. Tout baigne pour eux, sans mauvais jeu de mots. Par contre, si je mets un peu de citron dans l'eau, ou mon petit-fils ou un petit qui passe à la maison a entendu son père dire que bah, c'était bien de donner du citron le matin, c'était bon pour la santé, eh bien, il verse un peu de citron sans que personne s'en rende compte dans l'aquarium. Et ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie le pH de l'aquarium. Et là, si je ne fais pas attention, l'eau devient toute verte, tout flou. Et puis, 4 jours après, les petits poissons, ils sont tous morts, le ventre à l'air. Pourquoi? Parce qu'on a modifié le pH, on a rendu acide de leur environnement. Eh bien, ces petits poissons, ce sont nos cellules. Nos cellules, elles baignent dans un environnement qui doit avoir un pH bien équilibré. Et dès que le pH vire en acide, eh bien, comme les petits poissons et comme l'aquarium, on devient tout vert. Sauf que nous, on n'est pas vert, hein, bien sûr, mais c'est à l'intérieur qu'on est vert. C'est les mycoses, les parasitoses, les candidoses buccales, vaginales, intestinales, etc., qui se mettent en place. Et puis surtout, et plus que tout, c'est un système facial qui se densifie aussi à cause de l'acidose. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les petites cellules de notre corps, comme les petits poissons, vont commencer à mourir. Et ouais. Sauf que nous, on n'est pas morts, 100 000 milliards de cellules. C'est juste la mise en place des pathologies. Toutes les pathologies, la plupart des pathologies,
sont en lien avec un déséquilibre acido-basique. C'est un des vecteurs majeurs d'inflammation cellulaire et pour qu'une pathologie se mette en place, rappelez-vous, il faut que le terrain le permette, notamment, et le terrain, notamment, c'est un terrain d'acidose. C'est un des premiers, c'est un terrain inflammatoire. C'est un des premiers vecteurs de mise en place des possibilités de pathologie. Rappelez-vous juste que c'est sorti récemment dans les revues scientifiques pour qu'un cancer puisse se développer, pour que des cellules cancéreuses puissent se développer, il faut que le pH global de l'humain, qui est normalement compris entre 7 et 7,4, donc légèrement alcalin, eh bien, il faut que ce pH descende en acidose, 6,5. Et dès lors qu'il est à 6,5, les cellules cancéreuses peuvent se développer facilement. Donc, on a tout intérêt à y prêter une attention à ce pH. Parce que ce pH, en plus, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est tous les travaux, notamment du CNRS, Centre national de recherche scientifique, qui a travaillé, notamment Jacqueline Bousquet, qui a travaillé sur l'acidification de notre pH et donc de nos flux liquidiens et l'impact que ça a derrière sur tout ce que je vous ai expliqué juste avant au travers du schéma. Un des vecteurs majeurs qui va déstructurer l'eau, qui va lutter, qui va empêcher ces flux liquidiens, c'est l'acidification de notre corps, de notre pH. Et donc, le problème qu'on a, c'est que beaucoup d'entre nous sommes dans une consommation, pardon, consommons des aliments ou des eaux qui sont acidifiantes. Et oui, c'est le problème. On vous explique qu'il faut consommer, qu'il faut manger ça, ça, ça. Souvent, c'est acidifiant. On a une alimentation très acidifiante. Je vous invite à aller voir sur mon blog l'article sur l'équilibre acido-basique ou sur ma chaîne YouTube, j'en parle. Mais par contre, il y a une chose. Donc, mon blog, vous allez sur mon site, hein, bien sûr, silvercaron.com, et vous avez accès sur mon site, silvercaron.com, vous avez accès à mon blog, ma chaîne YouTube, etc., etc. Donc, je vous laisse aller découvrir, c'est que du contenu gratuit. Par contre, cette acidification va venir complètement donc perturber toute la physiologie de notre être. Et là, eh bien, nous commençons à développer des pathologies. Et cette physiologie va être, cette acidification va venir impacter complètement les flux, tous les flux liquidiens qu'il y a dans notre corps, qui vont, on va dire, venir impacter les flux électriques. Enfin, vous avez compris tout le process que j'ai expliqué juste avant. Et donc, comme je disais, nous passons notre vie à acidifier, à acidifier notre corps au travers de notre alimentation, donc le blog, au travers de notre hydratation. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup de quoi? Nous consommons beaucoup de soda, beaucoup de jus de fruits, beaucoup de choses comme ça, qui sont que des boissons acidifiantes. Nous consommons beaucoup d'eau minérale qu'on nous dit qu'il faut boire, mais qu'il faut boire de l'eau minérale. Le problème, c'est que quasiment toutes les eaux minérales sont acidifiantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont justement minérales. Donc, il faut essayer de privilégier des eaux alcalinisante, une alimentation alcalinisante, c'est-à-dire pour venir désacidifier. C'est la raison pour laquelle, je vous en parlais tout à l'heure, moi j'ai choisi une solution où je ne bois que des eaux alcalinisantes. Pourquoi? Parce que eh bien, cette acidification va avoir un impact d'abord sur toutes mes pathologies, sur toutes mes cellules. Donc forcément, les cellules, ça va les enflammer, hein, je vous ai dit, c'est un des premiers process d'inflammation. Et des cellules qui s'enflamment, eh bien c'est quoi? C'est tout ce qui se finit en it. C'est des bronchites, des rhinites, des pharyngites, des otites, des cystites, des colites. Mesdames, de la cellulite. Et oui, la cellulite est toujours liée à un état d'acidose. Quand on a de la cellulite, on peut faire tous les traitements hormonaux, tous les traitements vasculaires, tout le drainage lymphatique qu'on veut, tout le CLUM6 qu'on veut. Tant qu'on est en acidose, on a et on garde sa cellulite. Elle va juste diminuer, mais elle ne partira jamais parce qu'on est en état d'acidose. Ça génère l'inflammation cellulaire. Je prends un exemple pour que vous compreniez. 95 à 97% des Asiatiques sont en alcalose cellulaire, ne sont pas acides, et une grande partie des Asiatiques sont en alcalose. Et si on regarde en Asie, on essaye de trouver une femme avec de la cellulite, eh bien, c'est pas gagné, il n'y en a pas. Pas parce qu'elles ont de la chance, hein, c'est juste parce qu'elles sont en alcalose. Les Asiatiques n'ont pas de cellulite, c'est comme ça, et on n'y peut rien, c'est juste parce qu'elles sont en alcalose. Donc, pensez-y, mesdames,
c'est cette acidification qui va créer tout ça. Et donc, cette acidification est en grande partie liée à l'eau que l'on consomme, l'eau du robinet, l'eau minérale qu'on va consommer, les eaux gazeuses qui sont toutes acidifiantes, l'alimentation, les sodas et autres boissons, on va dire, que l'on consomme, que bon nombre consomment, pas bon parce que moi j'en consomme pas, mais que bon nombre de personnes consomment au quotidien, pour ne pas citer de marque, et puis une alimentation, euh, toutes les céréales, euh, les, les, les protéines, les tomates, enfin, tout ça, c'est acidifiant. Tout ce qu'on consomme au quotidien, il faut le savoir, dans notre monde occidental, est acidifiant. Ça veut dire qu'il faut impérativement désacidifier votre corps pour avoir un impact sur cette eau, pour avoir un impact sur vos process inflammatoires, pour avoir un impact sur votre santé, pour avoir un impact sur les risques de déclenchement de pathologies lourdes derrière, etc., etc. Et pour ce faire, eh bien, il faut consommer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, parce qu'il faut comprendre comment fonctionne notre corps. Notre corps, c'est des fascias de l'eau, avec des structures, avec des cellules. Et ces cellules, la santé de ces cellules va dépendre de plein de choses, des flux électriques, de nos émotions au travers de notre épigénétique, de nos inflammations, etc., etc. Donc, tout est en lien avec l'eau qui nous habite. Et rappelez-vous, nous avons 70% en moyenne d'eau volumétrique, mais 99,1% d'eau moléculaire. Et donc, nous sommes des êtres hydriques et il faut que cette eau soit de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Pendant des années, j'ai cherché un moyen de pouvoir être dans une bonne et belle hydratation pour plusieurs raisons. D'abord, ma santé. J'ai eu des problèmes de santé quand j'avais 40 ans, 45 ans. Quand on me suit, les gens qui me suivent le savent, hein, j'ai fait un double infarctus alors que j'étais non-fumeur, sportif, marathonien, un cœur à 50, pas de triglycérides, pas de cholestérol, etc., etc. Mais un terrain déséquilibré à l'époque et plus que tout, un conflit émotionnel, mais ça je pourrais en reparler dans d'autres capsules vidéo, qui est un conflit verrouillant, on va dire, de l'infarctus du myocarde. Euh, pour ceux que ça intéresse, c'est ce qu'on appelle un conflit de perte de territoire. Ça, c'est dit. Et donc, forcément, j'ai cherché un moyen derrière de faire en sorte d'être en bonne santé, moi-même, perso. Et puis, quand on cherche, c'est marqué dans les textes saints, ben, quand on cherche, on trouve. Et j'ai cherché un moyen d'avoir une eau structurée. J'ai cherché d'avoir une eau alcalinisante. J'ai cherché à avoir une eau structurée, donc. J'ai cherché à avoir une eau avec un pouvoir d'absorption au max de son pouvoir d'absorption. Et puis une eau avec un effet antioxydant absolument énorme. Enfin, j'ai cherché cette eau-là. Et puis j'ai trouvé, en fait, le hasard m'a amené à trouver cette eau, tout simplement au détour de mon activité de conférencier. J'ai fait une conférence un jour à Nice, une table ronde à Nice. Je vous ai dit, hein, je suis conférencier, donc je suis intervenu à Nice sur un événement et il y avait donc une table ronde. Et à la fin de la table ronde, il y avait une conférence sur l'eau. L'eau, c'est la vie. Donc forcément, ben, moi, passionné par l'eau, ah, ça a fait tilt tout de suite. Je ne m'attendais pas à cette conférence et j'ai écouté. Et là, en écoutant, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai trouvé ma solution, je sais, et j'ai enfin compris qu'est-ce qu'il me fallait. Et donc, j'ai trouvé cette eau et j'ai trouvé bah, l'eau qui était pour moi la meilleure, qui est une eau miraculeuse que j'appelle l'eau miracle et qui a changé radicalement ma vie. Si ça vous intéresse de savoir, vous avez juste en dessous de la vidéo, enfin, vous avez un lien pour pouvoir aller vers cette solution que j'ai trouvée, que j'ai appelée ma solution à moi. Alors, c'est pas la mienne, hein, forcément, mais j'ai enfin compris ce qu'il me fallait. Voilà, si ça vous intéresse, deuxième partie, eh bien, vous avez accès à cette capsule vidéo sur ma solution et vidéo que je partage, capsule que je partage avec ce conférencier qui m'a fait ouvrir les yeux, qui m'a fait prendre conscience de quelle était l'eau qu'il fallait à mon corps. Voilà. Si ça vous plaît, si ça vous a convenu, si vous avez compris le pourquoi, l'importance du comment et du pourquoi il est important de changer l'eau, je vous invite à cliquer, croyez-moi sur parole, vous ne le regretterez pas. Voilà, je vous attends pour l'autre vidéo. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre hydratation, structurée déjà en attendant, comme ça, avec la petite tige, et mangez des aliments riches en eau.
Ciao, ciao, prenez soin de vous, à tout bientôt.